Ça marche? Oui, ça marche. Bonjour, bonjour à tous. Avec le vieillissement de la population, la question du logement des seniors est devenue vraiment un enjeu majeur de la société. La décennie 2020-2030 sera celle du boom des 75-84 ans, une génération qui est encore autonome, mais confrontée aux premières fragilités liées à l'avancée en âge. Le rêve de la grande majorité d'entre nous est bien sûr de vieillir chez nous, tout en gardant des liens avec les autres, de préférence de toute génération. Ce qui pose évidemment un certain nombre de défis, notamment autour de la propriété de l'endroit où on habite, de l'aménagement du domicile, bien sûr, dont il a été question dans le sondage précédemment, de la perte d'autonomie et puis, bien évidemment, des services d'aide à la personne. Alors, sur ces questions, des bailleurs sociaux, des promoteurs, des groupes de citoyens, des entreprises mènent des réflexions sur l'habitat de demain. Alors, parmi eux, bien sûr, des invités à cette table ronde intitulée «Le logement, mieux vivre chez soi». Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Bouillet qui est directrice générale d'Action Logement Group, acteur majeur du logement social et intermédiaire en France. Luc Broussy, l'auteur d'un rapport sur l'adaptation au vieillissement des logements des villes et des territoires, qui a été remis au gouvernement en mai dernier. Meka Brunel, qui est directrice générale de la foncière Gessina, pardon. André Dott, président de Velux, et Robin Rivaton, qui est directeur d'investissement de Raseo. Et puis, Laure de la Bretèche, avec qui nous allons commencer cette table ronde. Alors, Laure de la Bretèche, vous êtes directrice déléguée de la direction des politiques sociales à la Caisse des dépôts. Vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes également à la tête d'Aparvie, une filiale associative de la Caisse des dépôts, qui promeut des solutions pour accompagner les personnes tout au long de leur vie. Et par ailleurs, la Caisse des dépôts Habitat a aussi lancé un accueil adapté en direction des personnes âgées. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a une convergence autour de toutes ces réflexions ? Bonjour. Alors, Éric Lombard ayant présenté la profondeur historique de l'intérêt de la Caisse des dépôts pour les problématiques du grand âge, et notamment à travers ses mandats de retraite, je ne prendrai pas effectivement le sujet sous cet angle, mais même sous cet angle, si on y réfléchit bien, à travers l'action sociale des caisses de retraite que nous gérons, on a un regard finalement sur l'accompagnement de l'aménagement du domicile. Donc les choses se rebouclent parce que les personnes sont une et les services, effectivement, c'est une aspiration qu'on a déjà, mais qu'on peut déjà observer dans le réel. Les services s'organisent autour de ces aspirations et de ces personnes. Alors effectivement, la Caisse des dépôts, elle a à la fois cette profondeur historique, mais elle a aussi une grande diversité d'actions. Dans cette vision plus horizontale, finalement, pour commencer par le commencement, avec son établissement public Caisse des dépôts, donc le navire amiral, elle a l'habitude effectivement de venir en appui en termes d'investissement, de soutien à l'activité sur le territoire, sur un certain nombre de grandes problématiques du pays. Et c'est le cas effectivement sur la question du vieillissement. Et très récemment, pour l'illustrer, à travers l'appui que la Caisse des dépôts apporte au plan de relance post-Covid, ont été mobilisés un certain nombre de sommes conséquentes pour déployer finalement des actions accélérées sur les territoires en termes d'appui aux nouvelles solutions du vieillissement. Donc déjà là-dessus, avec 25 millions de crédits d'ingénierie, 2,5 milliards de prêts et 1 milliard sur les fonds propres, la Caisse des dépôts intervient de manière assez massive sur l'ensemble du territoire français en appui aux projets qui concernent notamment toutes ces questions de mutation et de transition démographique. Alors, c'est aussi très concrètement, puisque la Banque des territoires, qui est une des parties de l'établissement public, est précisément l'incarnation de ce levier d'action en direction des territoires, via le dialogue continu avec les collectivités locales, via des actions plus larges, d'ailleurs, Petites Villes de demain, qu'on peut intervenir sur des projets territoires et aider au développement de nouvelles solutions pour les plus âgés.
plus spécialisée, CDC Habitat, dont vous avez évoqué le nom, est une des grandes filiales de la Caisse, dédiée au logement social. Ça fait partie des missions historiques qu'Éric Lombard a évoquées, et qui a déployé depuis plusieurs années des projets, notamment de logement intergénérationnel, donc très dédiés pour le coup, liés à des projets de territoire spécifiques, et avec un accompagnement du projet dans son territoire et de peuplement ad hoc, mais aussi est confronté au quotidien au vieillissement de sa population. Mais je pense que Nadia Bouillet en parlera, puisque Action Logement est finalement une sœur de CDC Habitat, donc on y reviendra plus longuement par elle. Autre filiale qui intervient, ICAD Santé, qui développe des solutions, alors plus du côté médical cette fois-ci, mais qui sont très orientées aujourd'hui sur une réflexion vers la prise en charge du grand âge, ou encore ICAD Promotion, qui accompagne là encore sur tout le territoire des projets. Donc dans cette grande diversité d'actions, soit à travers ses filiales, soit à travers l'établissement public lui-même, la Caisse des dépôts est très présente. Elle l'est encore, et j'en finirai par là, de façon plus spécialisée par la deuxième casquette, effectivement, qui est Arpavie, donc une association dédiée à l'accueil des personnes âgées, et qui correspond à cette mutation qu'évoquait aussi bien Éric Lombard qu'ensuite Philippe Val et Vincent Léna. Comment faire en sorte qu'à partir d'une action institutionnelle, puisque Arpavie, ce sont 126 établissements, dont un paquet très significatif de résidences autonomie, on réfléchit petit à petit à l'intégration des va-et-vient en fait avec la vie hors institution. Et ça s'est traduit chez nous par l'acquisition plutôt d'une activité de service à domicile pour permettre à la fois d'irriguer des territoires, beaucoup en Île-de-France où nous sommes très implantés, et puis de réfléchir aussi à cet accompagnement finalement d'une mutation qui doit faire que l'institution ne soit pas un lieu couperet par rapport à la vie d'avant, d'une part, et d'autre part qu'elle puisse être aussi, pour les personnels, Vincent Léna en a parlé, un pôle d'appui, un pôle technique qui permette à des personnels dont l'attractivité des métiers est aujourd'hui un grand enjeu, de trouver des carrières plus riches. Je voudrais, on reviendra vers vous plus tard, mais Nadia Bouillet, vous êtes directrice générale donc d'Action Logement. Lorsqu'on a préparé cette rencontre, vous me disiez que jamais l'intergénérationnel n'avait été autant au cœur des réflexions dans les développements. Vous parliez de développement d'espaces communs dans les bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors c'est pas que des réflexions. L'intergénérationnel, depuis une dizaine d'années, c'est du concret. C'est de plus en plus de projets qui voient le jour, de résidences qui ne sont pas des résidences ou des établissements spécialisés, ni de logement familial. On est dans des résidences qui accueillent aussi bien des personnes âgées, des jeunes et des familles, avec le plus souvent un espace commun où on se retrouve. Et en fait, l'avantage de ces résidences qu'on voit vraiment se développer de façon très importante sur tout le territoire, c'est trois choses. En fait, trois enjeux. Il y a le lien social, on en parlait, et Philippe Val le disait bien tout à l'heure, et il disait même que c'est un facteur de santé, mais c'est vrai que en faisant cohabiter en fait ces différentes générations, ça crée des liens de voisinage, on crée des échanges, donc ce lien social. Il y a aussi cette notion de bien vieillir, puisque je parle de résidences neuves, donc elles sont adaptées avec des logements confortables, et puis avec ce partage, on se sent utile. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté un peu de fierté. Et puis le troisième apport, c'est le pouvoir d'achat, puisqu'on est dans des résidences sociales, donc qui sont déjà à loyer modéré. Et en plus, quand on a cet échange de services, on gagne aussi en pouvoir d'achat. Alors on a beaucoup d'exemples. Là, je ne vais pas vous les citer tous, mais on a des partenariats. Il y a des organisations qui sont spécialisées pour accompagner des bailleurs. Je pense aux maisons de Marianne, mais c'est pas les seuls qui travaillent sur ce type de concept, on va dire, et ou beaucoup de réseaux associatifs locaux. Ce qui est proposé en fait dans ces espaces communs, c'est des moments pour s'occuper de soi, des moments pour continuer à apprendre, de l'aide aux devoirs par exemple, où là c'est plutôt les seniors qui vont aider des plus jeunes, et ça c'est vraiment des réussites, et ça plaît et non seulement aux habitants qui sont heureux de partager ces moments ensemble, mais aussi dans le cadre vraiment de politique territoriale de l'habitat, où on a des élus qui veulent pouvoir offrir des logements de qualité à leurs seniors, mais qui veulent aussi attirer des jeunes et des familles. Donc là, on concilie tout ça, et donc on a, je pense, un concept qui a beaucoup d'avenir et qui est déjà une réalité aujourd'hui sur le terrain.
Et alors justement, vous travaillez aussi beaucoup sur le caractère évolutif de certains logements. Alors, est-ce que ça veut dire finalement que le social, hein, que le logement social est plus dans l'expérimentation que le privé? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors, le logement social a toujours été dans l'innovation constructive, mais enfin, je pense que là-dessus, il ne faut pas opposer les statuts, mais l'évolution, elle est aussi bien architecturale, adaptation des logements, notamment aux questions d'accessibilité. Donc, il y a beaucoup d'innovation dans ce domaine, et il y a de plus en plus aussi d'innovation en termes de domotique, avec des capteurs qui permettent justement plus de confort pour les personnes âgées, plus de sécurité également. Donc, on a vraiment toute une gamme d'innovations et de l'innovation sociale aussi, où on a la capacité, ça c'est une force des bailleurs sociaux, alors d'Action Logement, mais tous les bailleurs sociaux, on est bailleurs, on a des locataires qu'on connaît, et donc on peut mener des actions de prévention, prévention sur les chutes, ou alors on peut, voyez, sur l'intergénérationnel, quand on est sur un immeuble existant, on n'a pas tout le temps des espaces communs. On a une filiale qui a inventé le concept de cet espace commun, comment dire, mobile, où on emmène un container dans un jardin en bas, mais il est très beau, je vous rassure, et on crée des moments de convivialité intergénérationnelle. Donc effectivement, voilà, et la pièce en plus, ça fait partie dans les conceptions des nouveaux logements d'un des facteurs d'évolution pour demain. Voilà, la pièce en plus qui peut permettre à la fois à un étudiant qui rentre chez ses parents ou bien à un enfant un petit peu en rupture de revenir chez ses parents, mais comme des personnes d'accueillir leurs parents vieillissants Exactement, aussi. ou le C'est contraire. vraiment Tout à fait. voilà, c'est différents périmètres. Et alors, je termine, j'ai encore la parole. Il y a aussi beaucoup d'expériences très réussies de colocation intergénérationnelle. Et quand on peut, on essaye quand même de séparer les espaces vie et la colocation. On partage, on sépare les chambres, on va dire, et puis il y a un espace commun de cuisine, de buanderie entre une personne vieillissante, âgée, et puis des étudiants qui partagent le logement. Donc, Voilà, de la vraie cohabitation intergénérationnelle. Très bien, merci, merci Nadia. Je me tourne vers vous, Meka Brunel. Vous êtes donc à l'origine donc du retour de Gecina sur le marché du résidentiel. En quoi la question du logement, spécifiquement des seniors, est prise en compte dans la stratégie de Gecina? Bonjour à toutes et à tous. Alors, au préalable, pour moi, le Gecina est une foncière cotée, privée, qui a 20 milliards d'euros d'actifs, 80% dans le bureau et 20% dans le logement privé locatif. On est modeste hein, par rapport à la Caisse de dépôt ou par rapport à Action Logement, mais modestement, on a 6 000 logements et on est le plus grand bailleur privé à Paris, qui s'adresse à la classe moyenne. Si vous voulez, après-guerre, on appelait les cadres et agents de maîtrise. Plus personne ne sait ce que c'est, en tout cas parmi la jeune génération dans la salle, mais c'est la classe moyenne en général. Ce qui est intéressant, je vous écoutais tout à l'heure et j'étais dans cette salle. D'habitude, je viens ici pour écouter mon petit-fils qui est à la maîtrise de Radio France. Donc, je suis contente d'être sur scène, mais je vous rassure, je ne vais pas chanter. Le changement climatique souffre déjà pas mal sans ça. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas considérer qu'on passe d'un silo à l'autre du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant, vous voyez, on segmente beaucoup, M. Fourquet a raison de segmenter, de faire des catégories, de faire des tranches. Mais pour moi qui ai 65 ans, je n'ai pas l'impression que je suis différente du moment où j'avais 64 ans. Et ça ne se passe pas comme ça, même si, à partir d'un grand âge, on descend des marches et pas une pente douce. Et ces marches-là peuvent être importantes. Ce qui est important, c'est de garder les personnes à domicile. Nous, dans notre parc, à peu près un tiers des habitants ont plus de 65 ans. Et leur durée moyenne de location chez nous, c'est aux alentours de 14 ans. Et ce qu'on offre à nos clients en général, et à cette catégorie en particulier, c'est de pouvoir changer de logement pour l'adapter quand la vie fait, mais quel que soit l'âge, les problèmes de séparation, de remariage, un enfant qui grandit, qui a besoin d'un logement complémentaire, on a besoin de deuil, de réduire la surface, etc., sans changer de quartier, sans changer d'environnement.
Ce que nous a montré la crise du Covid, c'est que tout d'un coup, les immeubles qui en fait se vidaient, sauf pour les personnes qui étaient à la retraite éventuellement, encore qu'ils étaient très très occupés, parce que comme ça a été montré, une personne retraitée travaille à mi-temps 12 heures par jour. C'est ça à peu près le tarif. Mais enfin, les immeubles se vidaient et tout d'un coup, tout le monde vivait au même endroit et les logements sont devenus évidemment lieu de vie, lieu de travail, lieu de loisirs, école et tout ce que vous voulez. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette solidarité s'est mise en place, notamment chez des grands bailleurs comme nous, à travers la présence aussi du gardien que nous appelons You First Manager, qui a créé le lien entre les différentes générations et les différentes connexions entre les uns et les autres. Et ce que nous faisons, et encore une fois, bien sûr, les personnes âgées en profitent, mais nous ne les catégorisons pas, c'est de transformer nos logements pour apporter du confort, ne serait-ce aussi pour ceux qui sont handicapés ou qui ont des enfants handicapés ou de la famille ou qui ont besoin d'avoir l'accessibilité, d'apporter du confort. Nous avons des grands chantiers devant nous et nous sommes loin d'y réussir pour toute la partie rénovation énergétique. L'animation qu'on met en place de plus en plus à travers des sites marchands et des sites relationnels que nous développons petit à petit pour que la technique, la technologie nous permettent de créer le lien entre les uns et les autres. Et puis la capacité de créer cette animation, parce que quand les gens, alors les personnes âgées, et j'en sais quelque chose, je suis moi-même aidante, restent à domicile, eh bien, ils vieillissent moins rapidement. On continue à faire fonctionner les neurones et les compétences intellectuelles. Nadia Bouillet parlait de colocation. En fait, cet intergénérationnel n'est pas simplement un mot, j'allais dire, savant. C'est le fait de pouvoir bénéficier de la vie, de la relation, de l'expérience, du fait de conseils, je dirais, désintéressés, et du fait que les enfants, la famille ne sont pas toujours disponibles à proximité. Or, rien de mieux que le voisinage. Et ce que disait Philippe Ball tout à l'heure est très vrai aussi. Continuer à apporter ces services de proximité pour soutenir les personnes qui sont en difficulté, quelles qu'ils soient, pour rester chez eux, pour garder le contact social, c'est pour moi, d'abord, ça nous permettra de faire des tas d'économies sur le grand âge, tout en créant une bonne façon de vieillir en bonne santé, et en bonne santé mentale. Un de vos collaborateurs me disait aussi que vous favorisiez la mobilité dans les habitats, c'est-à-dire pour permettre justement de s'adapter à différents moments de vie. Oui, c'est ce que je disais, Voilà. on autorise les échanges, c'est-à-dire que quand les gens viennent nous voir, nos clients viennent nous voir, et pour nous c'est quand même plus facile, on connaît le client, ils disent voilà, moi j'ai besoin de... Je me souviens d'avoir visité un appartement à 5 pièces qui avait été refait complètement à neuf en 1979. Très joli, c'était vraiment témoin de son temps. Et puis cette dame a perdu son mari et a eu la chance de trouver un 2 pièces sur le même palier. Elle ne changeait pas de quartier, elle ne changeait pas d'habitude, elle ne changeait pas d'environnement. Elle était dans un état de soulagement de pouvoir vivre dans son écosystème, en vérité. Et vous savez, tout ce qu'on a dit depuis un an en disant voilà, tout le monde va aller à la campagne, tout le monde va devenir agriculteur sur du tutoriel sur Internet, etc. En fait, ce n'est pas vrai. Ce que nous observons tant en bureau qu'en logement, c'est la centralité, mais le confort, la qualité et la proximité de services et de transport. Et dans ces deux domaines-là, rien de mieux que d'être dans un environnement où on trouve ses habitudes, ses repères et sa façon de faire. Mais c'est vrai aussi pour les enfants. Les jeunes enfants aiment bien ne pas changer d'environnement et de repères. C'est vrai. Et toujours le lien avec les autres. C'est toujours vraiment le lien, toujours cette capacité d'échange. Et finalement, le Covid a eu ça de bon, c'est que ça a permis de connaître les voisins. Mine de rien, on les connaissait, on disait bonjour, au revoir dans l'ascenseur, dans le cage d'escalier, etc. De temps en temps aux assemblées générales ou des choses comme ça. Mais on ne les connaissait pas vraiment. Donc finalement, si c'est ça la fête des voisins, ben c'est que ça reste une belle fête tout le temps. Oui, ça a pu renforcer les liens, c'est vrai. Robin Rivaton, vous êtes donc directeur d'investissement d'Euraseo, qui est un groupe d'investissement qui accompagne des entreprises de toute taille, donc dans des secteurs porteurs. Alors, on voit beaucoup de jeunes issus dans des startups, qui sont issus du monde de la finance, qui s'intéressent à ces questions de l'alternative entre domicile et EHPAD. Alors, est-ce que c'est une
quête de sens ou bien est-ce qu'on a là un vrai marché porteur? Quand vous m'avez proposé d'intervenir, effectivement, je pensais intervenir sur un sujet un peu plus théorique, et vous m'avez poussé dans mes retranchements en me disant mais qu'est-ce que vous faites du point de vue de l'investissement sur ce sujet du logement? Et effectivement, en étudiant un petit peu notre portefeuille d'investissement, alors moi j'interviens dans la partie ce qu'on appelle venture, donc le financement des entreprises innovantes, qui va rassembler à peu près 4 milliards d'investissements sur les 24 milliards que gère aujourd'hui le groupe Euraseo. Et donc dans cette partie-là, il s'avère qu'effectivement, on a accompagné, on a soutenu en tant qu'investisseur plusieurs entreprises qui se posent sur ce sujet majeur du logement, notamment des générations les plus âgées. On a une société qui s'appelle 7 Familles, qui offre des solutions d'hébergement alternatives, à la fois chez des accueillants et maintenant dans de l'habitat partagé également pour les seniors, afin de répondre à ce besoin de logement. Et pourquoi aujourd'hui nous on soutient ces entreprises, et je cite celle-ci parce qu'elle fait partie de notre portefeuille, donc forcément on l'aime un peu plus que les autres, mais on en voit beaucoup d'autres avec des profils extrêmement intéressants, et je peux en citer par exemple une entreprise qui s'appelle Domani aussi, qui vient d'être créée par de jeunes HEC, qui est une très belle société. On voit plusieurs de ces entreprises se développer, et pour moi, les deux raisons pour lesquelles, d'une part, on les voit se développer et pour lesquelles nous les soutenons, c'est qu'il y a une véritable quête de sens, vous l'avez dit, d'une partie des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, de jeunes entrepreneurs qui vont se diriger vers des sujets d'impact majeurs, qu'ils soient des sujets d'impact écologique, le E de ESG, mais aussi d'impact sociaux ou sociétaux, c'est le S de ESG. Et on se rend bien compte que cette problématique du logement des seniors, parfois corrélée à la question aussi du logement dans des zones détendues, on pourra y revenir plus tard, mais il y a parfois une corrélation entre ces deux phénomènes. C'est quelque chose qui attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui y voient une façon de rendre la vie meilleure. Et de l'autre côté, du côté de l'investisseur, même si on ne considère pas que ça, mais on voit aussi l'opportunité économique. On ne peut pas dire que c'est seulement d'un point de vue sociétal, sinon ce ne serait pas une activité économique. On y voit aussi un potentiel assez conséquent de développement. On l'a dit, les chiffres sont très parlants. La démographie est quelque part la science de l'avenir la plus prévisible. Elle ment assez peu. Donc on a ces chiffres face à nous. La progression du nombre de nonagénaires, d'octogénaires et même de centenaires a été rappelée dans les tables rondes précédentes. On sait qu'il y aura des besoins de logement, et donc on a la volonté d'accompagner ces entreprises dans ce développement de cette offre d'habitat alternatif sous toutes ses formes. Encore une fois, je pense qu'on a vraiment l'ambition, en tout cas c'est ce que je ressens quand j'ai la chance d'échanger avec ces entrepreneurs, il y a l'ambition d'explorer tous les modes d'habitat, que ce soit chez des gens qui hébergent par eux-mêmes, donc en comptant sur une forme de motivation individuelle, de solidarité à l'échelon individuel, sur des formes d'habitat un peu plus partagées, collectifs, mais à petite échelle, et puis sans déclasser ce qui se fait aujourd'hui aussi sur l'habitat de plus grande échelle, je pense qu'on ne peut pas non plus se dire qu'on va complètement le faire disparaître. Donc on voit complètement ce profil, et en creusant un petit peu pour encore répondre à votre question, j'ai regardé certaines de nos autres sociétés aussi en portefeuille, et même dans notre univers du co-living, qui est plutôt un produit qu'on penserait d'ordinaire dirigé vers les plus jeunes générations, on a aussi des mécanismes d'intergénérationnel, puisque évidemment il n'y a pas de critères de sélection liés à l'âge dans ces résidences-là. Elles sont évidemment ouvertes à tout type de candidature, et on se retrouve à avoir des profils, alors on va dire qu'ils sont dans les seniors jeunes, tels que les décrivait Jérôme Fourquet dans le sondage de tout à l'heure, mais on a aujourd'hui vraiment des dynamiques intergénérationnelles, y compris dans ces espaces de co-living qui sont plutôt pensés à la base, en tout cas vus de l'extérieur, comme des lieux qui vont être réservés aux jeunes générations, aux jeunes diplômés, aux étudiants. Vous allez même plus loin, vous prônez une nouvelle politique d'aménagement du territoire. Oui, alors comme je le disais, ça fait partie d'un phénomène global. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'on a vécu ces 40 dernières années, c'est qu'on a vécu un changement dans l'âge moyen selon les territoires. Jusque dans les années 80, tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou plutôt urbains, avaient à peu près le même âge moyen. Et puis il y a eu la massification de l'enseignement supérieur qui a conduit à aspirer les plus jeunes générations dans un certain nombre de centres urbains un peu plus
réduit. Et ce qui s'est passé, c'est que l'âge moyen a commencé à diverger selon les territoires, avec aujourd'hui des écarts assez considérables. Hein. Là, 42 ans d'âge moyen sur le territoire français, et vous avez quasiment 10 ans de plus dans les territoires les plus âgés, et quasiment 5 ans de moins dans les territoires métropolitains. Et donc aujourd'hui, on a un véritable décalage d'aménagement du territoire, et je pense que pour répondre à ce phénomène de désertification qui apparaît et qui est quand même assez massif dans les territoires dits détendus ou les plus ruraux, on a besoin de ces formes d'habitat collectif, partagé, un peu plus pas de grande échelle, à plus petite échelle, mais qui vont permettre de revitaliser des territoires. Et aujourd'hui, l'offre, encore une fois, de cette famille qu'on accompagne se traduit par la reprise de certains hôtels qui sont complètement désertés dans certaines communes aujourd'hui en désertification, par la reprise de certains bâtiments publics et à travers lesquels on va pouvoir reconstruire une forme d'activité dans ces territoires. Et je rejoins assez bien ce qu'a dit Mecca Brunel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas surestimer le mouvement dont on parle beaucoup ces temps-ci, de croire que tout d'un coup il va y avoir un rééquilibrage naturel de la population à travers le territoire. Il faut qu'il y ait une action volontariste pour ça, et il y a quand même encore une capacité d'attraction très forte dans les métropoles, et je ne crois pas que ça va s'inverser comme ça d'un claquement de doigts. Merci Robin. Je me tourne vers André Dodt, président de Velux. Alors, selon une étude du Club Landois, 7% des 65 ans et plus ont installé une fermeture automatique des fenêtres et 4% en ont l'intention. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut inciter les gens à prendre plutôt conscience de la nécessité de s'équiper pour leur confort, parce que finalement c'est important, la lumière pour la santé et le moral, hein, on en a eu la preuve durant le confinement. Alors, merci, bonjour à tous. Petite précaution d'usage, je ne suis pas venu pour parler des fenêtres de toit. J'espère apporter un éclairage un petit peu plus large que celui-ci. Et en même temps, quand on a préparé cette table ronde, j'avais peur d'être hors sujet parce que je ne vais pas spécifiquement parler du logement appliqué aux seniors. Je vais parler du logement dans son ensemble. Et on va voir que selon moi, selon la vision que nous en avons, finalement, ce sur quoi le logement va devoir travailler dans les années qui viennent répond aux problématiques qui ont été abordées depuis le début de l'après-midi. Donc pour répondre à votre question, Marie, ces chiffres de 7% automatisme, difficile de répondre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Si l'automatisme, ça revient à dire que je transforme un geste manuel en appuyant sur un bouton et qu'il devient électrique, je ne suis pas sûr que ça soit ce qu'on recherche. Si par contre Nadia Bouillet parlait tout à l'heure de domotique, si on est à mettre en place un automatisme qui va bien au-delà des fenêtres que je peux vendre, qui intègre les volets roulants, qui intègre la ventilation, et qui donc, effectivement, comme vous le disiez, va permettre de façon automatique et systématique d'ouvrir, de fermer, de faire rentrer de l'air frais, d'isoler de la chaleur l'été, de profiter du soleil l'hiver. Là, par contre, ça va dans le bon sens. Et effectivement, la façon dont nous, on voit, on est très axé rénovation dans notre secteur d'activité, mais pas juste mes produits, c'est que on passe 90%, nous tous, on passe 90% de notre vie dans un espace clos et 2/3 de notre vie dans nos logements. C'est juste monstrueux. Et en même temps, 1/6 des Européens dit qu'ils vivent dans des appartements ou dans des maisons trop froides, trop chaudes, trop humides ou trop sombres. Et le sujet fondamental, il est là. C'est-à-dire que dès le début de cet après-midi, Éric Lombard parlait de rester plus longtemps à domicile. Ça suppose toutes les offres de services qui vont avec, dont Philippe Val, dont vous avez parlé. Mais ça suppose aussi que les logements répondent à des critères de salubrité qui n'existent pas aujourd'hui. En France, on a près de 5 millions de passoires thermiques aujourd'hui. Toutes ces maisons individuelles, alors c'était beaucoup dans le débat ces dernières semaines, mais qui ont été construites dans les années 70, posent aujourd'hui des problèmes fondamentaux. Et donc, par rapport à votre question, l'automatisme dont vous parlez, s'il intègre ces dimensions domotiques, captation de CO2, pollution intérieure, qui, je le rappelle, est plus importante que la pollution extérieure, ça permet effectivement d'apporter du confort, ça permet d'aller dans le sens du développement durable, et tous ces plans de relance verte aujourd'hui qu'on voit à travers l'Europe, c'est par ça qu'ils vont arriver, et ça permet aussi, et on a donc ce triptyque fondamental, de contribuer à la santé publique. Il y a une étude qui a été faite il y a 5 ou 6 ans au niveau européen, Eurobound, je ne sais plus, 6 ans je crois,
qui disait, alors je ne sais pas comment ça a été fait, Jérôme Fourquet le saurait probablement mieux que moi, mais qui estimait que chaque année, le coût des logements inadéquats, c'était le sens, le mot qui était utilisé dans l'étude, coûte 200 milliards d'euros par an à l'Europe, sur les coûts de santé, les coûts sociaux et la perte d'efficacité générale. Rénover l'ensemble de ces logements, ça coûterait 300 milliards d'euros en une fois. Donc vous voyez un petit peu les enjeux. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, alors si on était capable magiquement de faire ce travail-là, en 1 an et demi, le coût initial est absorbé. Donc pour moi, l'enjeu fondamental, il est là. Travailler sur ces 3 dimensions en même temps, confort, santé et environnement. Et vous pensez que les primes justement accordées actuellement pour rénover les logements sont adaptées aujourd'hui? Alors, il y a probablement des gens plus experts que moi pour répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que au global, ma prime rénov fonctionne plutôt bien. On a 500 000 dossiers, je crois, à peu près à date, 1,5 milliard d'euros qui ont été investis. Et surtout, un chiffre qui me paraissait le plus important, c'est qu'on a à peu près 70% de ces travaux qui n'auraient pas eu lieu si les aides n'avaient pas existé. Donc ça, c'est extrêmement positif. Le regret que nous pouvons avoir, nous, Velux, mais d'une façon générale, par rapport à la problématique que je viens de citer, c'est que les 2/3 des projets sont très monoproduits, monocatégories. La moitié des projets, je crois, c'est tout ce qui a trait autour du chauffage, les pompes à chaleur, des chauffages à gaz plus performants, etc. 20-25%, ce sont les travaux d'isolation. Salle de bain également. Absolument, absolument. Et les projets beaucoup plus généraux de rénovation globale, je crois que sur les 500 000 dossiers, il y en a 1000 à peu près. Et c'est le regret qu'on peut avoir, je ne suis pas le seul à le dire pour le coup, c'est qu'il faudrait être capable de porter plus de projets de rénovation globale, dans lequel il y aurait du chauffage, dans lequel il y aurait de l'isolation, mais dans lequel aussi il y aurait de l'ouverture, de la fermeture, des automatismes, de la domotique. Et encore une fois, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est pas juste pour apporter du confort, mais on sait, vous l'avez dit, la lumière, l'air frais. Nous sommes des êtres qui ont été conçus, créés pour vivre dehors, et on vit aujourd'hui chez soi, et on a besoin de ça. Et donc, si on a des projets de rénovation plus globales, on répondra mieux à la fois aux critères de santé et aux critères d'économie d'énergie. Merci, merci André Dott. Luc Broussy, je me tourne vers vous. Vous avez remis votre rapport en mai dernier à Brigitte Bourguignon. 80 propositions pour un nouveau pacte entre générations dans lequel la question de l'adaptation au logement est très présente. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la prime Adapt. Qu'est-ce que c'est que ça, la prime Adapt? Je vais essayer de vous en dire un mot, peut-être en commençant par 3 constats que j'ai essayé de dresser, mais je les résume en une phrase. Un constat de santé publique. 9000 personnes âgées de 65 ans et plus meurent chaque année d'accidents domestiques. C'est juste 2,5 fois plus que les accidents de la route en France. Mais c'est un chiffre qui est pas connu et qui fait l'objet d'une forme de déni de politique publique. Mais je ne sais pas s'il est encore là, mais on en parlait avec Vincent Léna, donc, qui a mis il y a 1 mois et demi, 2 mois, un groupe de travail en place sur cette question-là, pour essayer de monter justement une politique publique anti-chute. Comme il y a des politiques publiques anti-tabac, eh bien, il y a des drames de santé publique qu'une politique publique peut modifier. En tout cas, ça c'est le premier constat. Deuxième constat de nature démographique. Notre pays vieillit certes, mais il faut quand même regarder quelles sont les évolutions démographiques de court terme. 2020-2030, c'est l'explosion des 75-84 ans. Pas des 85 ans et plus, pas des jeunes seniors, des 75-84 ans. Plus 47% en 10 ans. On va passer dans notre pays de 4 millions à 6 millions de Français âgés de 75 à 84 ans. Et ces 75-84 ans, c'est évidemment des caractéristiques tout à fait particulières. Ce n'est pas le jeune senior tout à fait actif et valide. Ce n'est pas non plus la personne en perte d'autonomie qui a vocation à être entourée. C'est le citoyen âgé chez lui qui commence à avoir quelques fragilités, qui est susceptible de chuter, qui est susceptible de tomber, qui a besoin d'adapter son logement. Troisième constat de nature sociologique, ceux qui ont aujourd'hui 75 ans, ceux qui auront 85 ans en 2030, sont nés en 1945, avaient 23 ans en mai 68, et ils ont été biberonnés aux valeurs de liberté, d'autonomie, de consumérisme, de droit,
Et cette génération-là n'aura rien à voir avec celle de nos parents, de nos grands-parents. Vous cochez selon la case en fonction de votre âge, vos arrière-grands-parents pour les plus jeunes. Et donc on aura probablement, et on le voit déjà, y compris dans la littérature, on est dans cette maison, là, donc je peux citer le bouquin de Laura Adler, celui de Pascal Bruckner, donc des gens qui ont fait partie de cette culture, de cette génération un peu post-68arde, et qui est en train aujourd'hui d'écrire sur « j'ai 70 ans, comment j'appréhende mon propre vieillissement ». Donc cette génération va vouloir maîtriser son vieillissement de manière bien différente que les précédentes. Et donc, à partir de là... Luc Brossy, je vous interromps juste, je vous fais juste remarquer qu'on a eu le petit jingle des moins 10 minutes et que vous ne m'avez toujours pas parlé de la prime adapte. Non, alors justement, j'en viens. Donc, c'est sur la base de ces 3 constats, 3 orientations. La première, pour vieillir chez soi, il faut pouvoir avoir des aides financières qui permettent d'aménager le logement. Et c'est là les réflexions qu'on a pu avoir avec non seulement Brigitte Bourguignon, mais évidemment Emmanuel Vargon. C'est qu'aujourd'hui, un couple de retraités ou une retraitée qui veut adapter son logement ne sait pas à quel guichet finalement aller de manière simple. Les conditions d'accès aux différentes aides sont différentes selon la porte à laquelle on tape. Donc l'idée MaPrimeAdapt', c'est d'avoir une aide, un guichet unique, des conditions identiques pour chaque citoyen. Évidemment, une aide en fonction des conditions de ressources, c'est bien normal, mais aussi une aide universelle, c'est-à-dire que même si on a les moyens, de financer ces travaux d'adaptation, il faut qu'on puisse avoir une aide, un soutien, un accompagnement, une évaluation par un ergothérapeute, etc. Donc ça, c'est MaPrimeAdapt'. Alors pour être très clair et dans l'actualité immédiate, je crois que le Conseil des ministres de la semaine dernière a clairement confié à Emmanuel Vargon et à Brigitte Bourguignon le fait de faire des propositions pour la fin de l'année. Le Premier ministre s'est clairement engagé cette fois-ci sur MaPrimeAdapt' pour que d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, il puisse y avoir les prémices d'un dispositif qui ne serait probablement généralisable qu'en 2023. Et puis 2 derniers zooms. Le deuxième, c'est sur le parc social. 24% des locataires actuels du parc social ont plus de 65 ans. 50% ont plus de 50 ans. Donc, on va assister à un vieillissement massif des locataires du parc social quand 40% seulement des logements du parc social sont équipés d'ascenseurs. Et puis le troisième défi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de manière transversale, le discours, c'est vieillir chez soi, oui, mais quel chez soi ? Et c'est cette notion de chez soi qui va changer. Non, les gens ne veulent pas et ne doivent pas rester le plus longtemps possible chez eux, quand le chez eux, c'est le jardin, l'escalier pour se casser la figure, etc. Donc, il va y avoir dans ces évolutions sociologiques, une évolution où on sera de moins en moins, collé à la propriété et on privilégiera l'usage. Et l'usage, c'est la résidence-service senior, c'est l'habitat inclusif, c'est déménager en centre-ville ou en cœur de quartier au lieu de garder son logement en périurbain qui n'est plus adapté du tout. Et c'est cette révolution-là. Donc, il faut bien, à mon sens, faire passer cette idée à l'opinion, c'est que rester chez soi, c'est pas le rester chez soi où on a ses souvenirs, d'accord, mais enfin bon, c'est là aussi où on a des fractures du col du fémur. Donc, rester chez soi, c'est quitte à réinventer son chez soi. Et là, il y a une multiplicité de palettes possibles. Voilà, c'est pas le domicile historique, c'est un chez soi, mais un nouveau chez soi. Voilà. J'aimerais qu'on revienne vers Laure de la Bretèche. Vous avez signé une tribune qui s'intitule « J'habite, donc je suis ». Qu'est-ce que vous avez voulu faire par ce geste ? Ça vient quasiment dans le prolongement de ce que Luc Brossy vient d'indiquer. Donc merci pour la magnifique transition. Effectivement, on avait signé avec Denis Piveteau une tribune publiée par La Croix d'ailleurs, en résonance avec cette question-là, c'est-à-dire chez soi à tout prix, non, mais choisir, oui. Et choisir le plus longtemps possible. D'ailleurs, on parle de la dernière demeure dans un registre un peu macabre pour le coup. Mais avant cette dernière demeure, il y a beaucoup d'autres demeures. Le premier acte d'indépendance, c'est d'aller habiter chez soi en quittant le domicile des parents. Et il y en a d'autres dans la vie. Donc, se cramponner à un seul domicile, qui serait effectivement, comme vous disiez très justement, Marie, le domicile historique, ça, c'est une fausse route. En revanche, préserver le plus possible chez la personne la capacité de choix, préserver sa qualité d'habitant. Et on a un vocabulaire qui est assez riche. On a l'habitant, on a le résident, on a l'hébergé. Tout ça, ce sont finalement des visions de la capacité à choisir et à vivre libre. L'idéal serait, et Luc y a consacré aussi des travaux avec le think tank Matière Grise, que l'EHPAD,
lui-même puisse préserver le plus possible, et beaucoup plus qu'aujourd'hui, la capacité de choix et de vie en habitant. Mais on sait que ça sera toujours un habitat contraint et un habitat très court en termes d'années. Là encore, les chiffres sont flagrants. En revanche, pour ces 75-85 ans, oui, il faut que ce soit vraiment un choix. Et c'est là qu'on peut dire pleinement, j'habite donc je suis. Voilà. J'avais prévu, je pense qu'on a encore un tout petit peu le temps, de vous demander ce que la crise avait changé pour vous dans vos pratiques, dans vos stratégies. Est-ce qu'il y a, chez l'un d'entre vous, il y a eu quelque chose, vraiment une prise de conscience à la faveur, si j'ose dire, de cette crise sanitaire? Une révélation, une évolution? Si je peux dire un mot, cette crise, comme toutes les crises, ne crée pas les tendances, mais elle les a réellement accélérées, mais à une vitesse qu'on pouvait même pas imaginer. Moi, je dirais que ça nous engage encore plus qu'avant dans l'amélioration de la qualité du confort de nos logements, y compris toutes sortes d'accessibilité pour, encore une fois, les salles de bain, les PMR, les balcons, etc. Et surtout les PMR, les personnels à mobilité réduite, Voilà, c'est ça. les personnes à mobilité réduite, etc. Et surtout la transition écologique. Il faut y aller, et c'est pour ça qu'être grand propriétaire, nous n'avons pas de choix, mais surtout ça doit nous permettre d'accélérer le tempo et d'aller plus vite pour offrir cette qualité de lieu de vie, y compris avec la technologie et les services utilisant la technologie dans ce sens-là. Et c'est juste, il faut aller plus vite, beaucoup plus vite. Nadia? Alors moi, je vais juste dire cette crise sanitaire, je voudrais témoigner pour certains métiers ont été mis en avant dans cette crise et dans d'autres secteurs, le métier de gardien d'immeuble notamment, qui a joué un rôle très très important, et même tous ces métiers des bailleurs sociaux, du logement social, de la gestion locative, de l'accompagnement, qui ont joué pleinement leur rôle. Et un petit exemple, on a fait par exemple des appels téléphoniques à toutes les personnes âgées parmi nos locataires, en partant pour certains par les plus âgés, et c'était systématisé, c'était une décision prise tout début du confinement, et une satisfaction professionnelle, je pense collective, qu'on a partagée d'ailleurs avec les équipes, c'est quand on reçoit des messages d'enfants de ces personnes qui disent il y a quelqu'un chez vous qui a appelé mon papa, et vraiment merci, parce que ça crée ce lien, ça a maintenu ce lien. Donc je pense que voilà, c'est un honneur à certains métiers qui sont peut-être pas assez connus, donc qui ont été mis en avant. C'est vrai qu'on a parlé des agents de caisse, on a parlé, mais on n'a pas beaucoup parlé des gardiens, et c'est vrai que ça vaut la peine d'être souligné. Peut-être un petit complément. Alors pour la Caisse des dépôts, il y a eu évidemment l'adhésion pleine et entière à la logique de plan de relance. Donc ça a été une secousse aussi sur l'organisation et la structuration de nos métiers pour venir vraiment en accompagnement de la sortie de crise. Ça, c'est le métier de base. Je pense que ça a été aussi, avec un effet boomerang, le révélateur de l'ignorance des grands enjeux du vieillissement. Puisqu'on l'a vu, il y a eu des choses très dures qui ont été dites sur les personnels qui s'occupent des personnes âgées. Et puis le retour ensuite de balancier, avec la prise de conscience que ce sont des métiers, et ça a été dit, qui sont absolument cruciaux pour le maintien de l'équilibre de la société. Et que de même que les gardiens, on a besoin d'aides-soignants, on a besoin d'agents techniques pour s'occuper de ces structures, et on a besoin de déployer beaucoup plus qu'aujourd'hui des capacités en soutien à domicile. Donc je pense que ce grand choc sociétal, il faudrait, c'est ce que Éric Lombard appelait de ses voeux, il a raison, qu'on ne l'oublie pas. Parce que le problème d'une crise, c'est qu'on a hâte d'en sortir, c'est très bien, mais pas pour en oublier les enseignements. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous.